Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h passé des 2 minutes. Bienvenue aux informations sur la Radio Clédou. Voici les titres. Ibrahim Boubacar Keïta est le nouveau président en exercice du SILS. Il place son mandat sous les signes Un autre Sahel est possible. Aujourd'hui, 16 avril est commémoré, Journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants. Vous aurez l'origine et les aspects de cette journée dans ces 13 heures. La Guinée équatoriale est devenue un enfer pour les migrants maliens. Ils sont accusés d'être les sans-papiers. Les détails dans cette édition avec Mahamadou Khan. Dans l'actualité internationale, nous parlerons du pari parfois mortel qui prennent les milliers de candidats pour l'immigration en Europe. Et puis sport, comment nos représentants préparent les 8e de finale aller des coupes interclubs ce week-end à Bamako. Vous entendrez les entraîneurs dans ce journal. C'est tout pour les titres, les développements dans un instant avec Arunaba. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations sur la Radio Clédou. Je vous le disais dans les titres, la 17e conférence des chefs d'État et du gouvernement du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS a pris fin hier à Bamako. Le Tchad, après 2 mandats, a passé les témoins au Mali. C'est donc Ibrahim Boubacar Keïta qui est désormais le président en exercice du SILS. Il a placé son mandat sous le signe Un autre Sahel est possible. Au terme de la rencontre, 9 conventions ont été adoptées par les États membres. Les points avec Kassim Traoré. Le programme quinquennal du SILS a été examiné, tout comme le plan de contribution des États. Ces documents étaient au menu de la rencontre des chefs de l'État qui les ont validés avant d'adopter des résolutions. Madame Djibonding Amango Roseline, ministre de l'Agriculture du Tchad, coordinatrice sortante. La signature de la seconde convention révisée du SILS, l'adoption du programme de travail 2015-2019, l'adoption du projet de révision du Conseil régional sur la sécurité alimentaire CORESA, la conception et la mise en œuvre des programmes de désensablement et de protection des cours d'eau. Les chefs d'État présents au nombre de 4 ont porté leur choix sur le président malien comme président en exercice du SILS pour un mandat de 2 ans. Ibrahim Boubacar Keïta. Je réitère mon engagement à soutenir les efforts qui du reste ont été constants en vue de l'atteinte effective de l'objectif supérieur de notre institution commune qui est d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations et de lutter contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Je prends également l'engagement de faire examiner avec diligence la question de la construction du siège du SILS à Bamako. Le président du Tchad, qui lui a passé le flambeau après 2 mandats pour ne pas dire 4 ans, ne doute pas de la compétence du chef de l'État malien, Idriss Déby Itno. Je voudrais donc en ce moment précis où je passe le flambeau à mon frère le président Ibeka m'assurer, et je suis sûr que je remets cette institution entre les bonnes mains. Et je sais de quoi il est capable, il va faire secouer tout le monde. Le président de la République du Mali, après avoir été choisi par ses pairs, décide de créer le siège du SILS à Bamako. Il faut rappeler aussi que le SILS, qui était de 9 pays, est actuellement à 13, Bamako. Écoutons les recommandations de cette 17e session des chefs d'État et des gouvernements avec le ministre tchadien de l'Agriculture, Madame Roseline, des propos recueillis par Kassim Traoré. Les chefs d'État et de gouvernement ont également adopté les recommandations du Conseil des ministres sur la question des filières gomme arabique et pommes de terre dans le Sahel. Ils ont mandaté le SILS de mener des études requises pour mieux appréhender la question. Les chefs d'État et de gouvernement ont également instruit le SILS de mieux se positionner par rapport à la question des changements climatiques eu égard à la très forte concurrence avec les autres organisations intergouvernementales évoluant dans le domaine. Les chefs d'État et de gouvernement encourage le SILS et ses États membres à marquer leur présence à la prochaine conférence des partis sur le climat qui se tiendra en décembre 2015 à Paris à travers des actions visant la restauration des terres dégradées. Les chefs d'État
et de gouvernement ont exprimé leur remerciement aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et appui au SILS. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS aura lieu en 2017 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Enfin, la conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS félicite son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour son leadership éclairé et son engagement pour l'atteinte des objectifs globaux de notre institution commune durant ces 2 mandats consécutifs à la tête de notre institution. La conférence accueille l'entrée de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui prend à partir de cette date la destinée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et l'encourage aussi à préserver et consolider les acquis du SILS fait à Bamako le 15 avril 2015, la conférence. Madame Roséline, ministre tchadien de l'Agriculture lors de la 17e session des chefs d'État et du gouvernement à Bamako. Personne n'a dit que l'accord est parfait. Le Mali était dans une négociation qui a ses exigences. Ce sont là les propos tenus par le président Ibeka à propos de l'accord d'Alger lors de la rencontre des chefs d'État. Cela bien avant de saluer tous les pays amis qui ont aidé le Mali pour une sortie de crise. Suivons un extrait de son intervention. En ces moments où les malices sont encore à l'œuvre, nous avons, au long de mois, subi toutes sortes d'avanirs, de commentaires désobligeants au possible. Le Mali n'est pas engagé dans la paix. Le Mali ne veut pas la paix. Nous avons dit le Mali est peuple responsable, une direction politique responsable. Nous avons donc réussi, avec l'appui de nos frères, qui nous aident beaucoup à nous retrouver. Parce qu'ils essayent de nous retrouver, nous sommes des frères. Je le dis sans complexe. Je ne vois pas des Iroquois qui ne sont aucune espèce de désobligeance. Simple caractérisation et différenciation géographique et ethnique. Il s'agit de Maliens. Nous sommes un peuple, un but. Nous avons une foi dans ce pays. Qui n'ont jamais été dans les profondeurs de quelque classement que ce soit, se voient aujourd'hui chahutés par des expertises d'un nouveau genre. Non, ça vaut rien, ce document-là. Ayons un peu de modestie. Personne n'a dit que l'accord était parfait. Personne. D'abord, pas le gouvernement du Mali. Nous avons 12 pages d'amendements qui portent sur tous les points. Mais nous sommes hommes responsables. Il est bon, il est séant, il est convenable que lorsque l'on négocie, l'on comprenne le sens profond du terme négocier. Je donne, tu donnes. Nous avançons intelligemment. Je ne t'impose pas. Nous nous comprenons. Parce que l'objectif, c'est la compréhension mutuelle. Donc, il y a des compromis. Pas des compromissions, mais des compromis. Que l'on comprenne encore français. Au terme de tout cela, nous avons estimé, sans trahir aucunement notre peuple, nous ne le ferons jamais, ni rien d'essentiel dans la constitution de la République du Mali, que ceux qui nous étaient proposés là par la médiation pouvaient être un cadre, donc un accord cadre, à l'intérieur duquel nous pourrions évoluer. Et dès l'instant où notre propre constitution admettait la libre administration, pas de problème. Voilà dans quelles conditions nous avons estimé devoir paraffer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en Alger. Beaucoup de patience, en espérant, et nous espérons toujours, que nos frères arrêteront d'écouter des sirènes qui ne leur veulent pas de bien, qui ne nous veulent pas de bien, qui nous voudraient toujours diviser. Pour quelle fin? Il serait temps que nous le comprenions. Aujourd'hui, 16 avril est commémorée Journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants. Cette journée est célébrée depuis 1995. Selon le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, cette journée n'est pas connue au Mali. Notre reporter Aminata Diallo nous parle de l'origine et des aspects de cette journée. Cette journée mondiale contre l'esclavage des enfants est commémorée depuis 1995. Elle a été instituée après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait dénoncé les violences et l'humiliation subies depuis l'âge de 4 ans lorsque son père l'avait vendu pour rembourser une dette. De nos jours encore, les conditions de vie de nombreux enfants sont déplorables et contraignent 5 à 8 millions d'enfants à travailler dans le monde. En 2003, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, déclarait « Nous devons impérativement nous employer à mettre un terme à l'esclavage moderne, à la servitude qui frappe les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés. » Les enfants en font largement partie. Des mines de charbon au Brésil, à la prostitution en Espagne, en passant par mines de diamants de la Sierra Leone, aucun pays n'a réussi à épargner ses enfants. Les enfants, qu'ils soient soldats, mendiants
prostituées, domestiques, constituent un potentiel de main-d'œuvre très important, estimé à 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale et contribuerait chaque année à hauteur de 13 millions d'euros au PIB mondial. Selon les dernières données de l'ONG Save the Children, le nombre d'enfants travailleurs, esclaves, exploités ou vendus est bien plus important. Ces statistiques étant très difficiles à établir dû à la nature même du trafic. Précisons que l'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Cette journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants n'est pas célébrée au Mali selon le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille que nous avions contacté. Merci Aminata Diallo. Sur un tout autre sujet, pour favoriser l'intégration du handicap dans les pratiques quotidiennes des entreprises, un projet a été mis en place par des entreprises maliennes DEEFIH en faveur de l'intégration du handicap. Le lancement du dit projet a eu lieu ce matin au siège de la FEMAF, la Fédération malienne des personnes handicapées. Écoutons Benoît Le Couturier, directeur du programme Handicap International. Il est au micro de Mariam Kouati. Force est de constater que si la démarche de renforcement des compétences et de création d'entreprises a donné des résultats intéressants grâce aux actions de l'État et de ses partenaires, l'accès à un emploi salarié décent des jeunes handicapés diplômés reste difficile dans la fonction publique et dans les entreprises privées ou les organisations, et incite à développer une approche spécifique basée sur trois points: le renforcement du dialogue social et de la responsabilité sociale des entreprises pour favoriser l'insertion professionnelle durable des personnes handicapées, en particulier des femmes et des jeunes, l'accompagnement personnalisé des diplômés handicapés, en particulier les femmes et les jeunes dans leur recherche d'emploi salarié décent, et la prise en compte de la dimension handicap dans les dispositifs nationaux des agences de l'emploi maliennes, ANPE, APEJ, afin de consolider les démarches d'insertion professionnelle inclusive. C'est dans ce cadre que Handicap International, en consortium avec l'EID et l'AMA-GRH, a initié le présent projet des entreprises engagées en faveur de l'intégration du handicap, dans la perspective de réduire le manque d'adéquation entre, d'une part, les attitudes des personnes handicapées en recherche d'emploi et, d'autre part, les perceptions et exigences du monde de l'emploi grâce à la promotion de la RSE inclusive. Ce projet permettra de répondre aux évolutions sociétales dans le pays et aux évolutions de formation des personnes handicapées, dont un certain nombre sont qualifiées mais sans emploi. Chers invités, par-dessus tout, Handicap International. La Guinée équatoriale est devenue un enfer pour les migrants maliens. Officiellement, ils sont accusés par les autorités équato-guinéennes d'être des sans-papiers, mais pour la plupart d'entre eux qui ont rejoint les pays, la réalité est tout autre. Ce mardi, une quarantaine de Maliens ont regagné Bamako en provenance de la Guinée équatoriale. Des précisions avec Mahamadou Khan. En Guinée équatoriale, les Maliens vivent au quotidien avec la peur au ventre. Mamadou est un jeune ressortissant de Gumbu, dans les cercles de Nara, qui a passé 7 années de sa vie en Guinée équatoriale. Il revient dans son pays natal, le Mali, à contre-cœur, car sa femme et ses 2 enfants sont restés là-bas. Il m'a dit que les papiers, c'est papier, ils ont dit que c'est faux papier. J'ai fait pour 1 an 500 000 francs. Ils ont dit que c'est faux papier. Donc encore ça, il m'a pris. J'ai fait là-bas 15 jours, quoi, 15 jours. La souffrance là-bas, les Maliens, c'est pas même. Il y a un Saracolais comme moi, il est là-bas avec sa femme. Les policiers même, quand ils ont mouletté, quand il a fui là, ils ont tiré 2 fois. C'est Dieu même qui a m'aidé. C'est Dieu même qui a m'aidé. Les gens, au jour, ça n'a pas arrivé. Ils voulaient mourir carreau. Abdul Karim, de son côté, a connu une expérience pour le moins douloureuse dans la prison de Malabo avant d'être rapatrié au Mali. Nous ne mangeons pas. Et nos frères qui amenaient de nourriture pour qu'on puisse manger. En rentrant, si tu ne payes pas 6 000, 8 000, tu ne rentres pas. Souvent même, il y a certains qui payent plus, mais on les arrête à la porte, on prend la nourriture. On vous dit que d'accord, je vais aller donner ça à ton frère. En l'arrivant dedans, il met ça dans la poubelle. Il nous montre la nourriture, il met ça dans la poubelle. Envahi par l'émotion, Lassana préfère lui adresser un message aux dirigeants maliens. C'est un cas difficile, quoi. C'est impossible d'expliquer tout. C'est ça que, comme on est déjà arrivé à notre pays, vraiment on demandait à notre population, avec notre gouvernement, État, s'ils veulent nous aider, à gagner une place pour travailler notre pays ici, c'est mieux qu'on sorte pour aller aux autres pays que les souffrants là-bas.
D'après nos informations, ce sont des dizaines de Maliens qui croupissent dans les prisons équato-guinéennes. Les Maliens vivant en Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale, font l'objet des pires violations des droits de l'homme. Une situation qui se passe au nez et à la barbe des autorités maliennes qui semblent être complètement dépassées par les événements. 13h passées de 16 minutes, à présent place à l'actualité internationale avec moi sur et dans ces studios, Oumou Dambélé. Bonjour. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Au Mali, les candidats à l'immigration tentent toujours malgré les risques. Oui, la mort probable en Méditerranée de plus de 400 migrants qui tentaient de rejoindre l'Italie depuis la Libye met en lumière le pari parfois mortel que prennent des milliers de candidats au départ. Parmi les pays d'origine des migrants qui traversent la Méditerranée, il y a le Mali. Au moins 5 à 600 Maliens tentent chaque année le voyage dans des conditions abominables, espérant rejoindre clandestinement l'Europe. À en croire Alassane Digo de l'Association malienne des expulsés, les migrants sont à la recherche d'opportunités et ne voient pas les risques qu'ils courent. En République démocratique du Congo, les massacres des civils à Beni, que font l'armée et la MONUSCO? Effectivement, depuis plus de 6 mois déjà, ce territoire du Grand Nord dans l'est de la RDC est le théâtre de fréquents massacres attribués aux rebelles ougandais islamistes de l'armée de résistance. Hier mercredi, une nouvelle tuerie a été perpétrée et 5 civils ont été tués à la machette dans la localité de Mbo. Selon les organisations de la société civile locale, le bilan serait beaucoup plus lourd et s'élèverait à 10 morts. Les membres de la société civile à Beni appellent alors les autorités locales à veiller à la sécurité des habitants. Et enfin, en Afrique du Sud, un rassemblement contre la xénophobie prévu à Durban. Oui, depuis 15 jours, l'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences xénophobes, lors desquelles au moins 6 personnes ont été tuées. Aujourd'hui, la situation semble s'être calmée et une grande manifestation est prévue dans le centre de Durban pour rejeter cette violence contre les étrangers. Plusieurs ministres sont présents à Durban en ce moment pour essayer de trouver une solution avec les autorités locales. Par ailleurs, les commerçants étrangers qui sont la principale cible de ces attaques depuis quelques semaines sont remontés contre les autorités qui l'ont tardé à réagir. Merci Oumou Dambélé pour toutes ces informations. Sport à présent, les compétitions africaines des clubs. Nos représentants se préparent pour les 8e de finale aller des coupes africaines des clubs. En Coupe CAF, les Djoliba AC reçoit demain vendredi à 17h au stade Omnisport Modibo Keïta les Ers of Oaka Dakra. L'entraîneur des Rouges, Ivan Minaert, reste confiant. Et le dernier jour sera le dernier petit point. Donc vous connaissez cette équipe de Ersofok du Ghana? Connaître pas tellement, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur eux, mais oui, on a reçu des informations et j'attends ce soir encore les vidéos de leur dernier match. Il était au micro d'Ousmane Traoré, même optimisme pour les 11 créateurs qui reçoivent la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire le dimanche au stade Omnisport Modibo Keïta. Écoutons Demba Traoré, entraîneur adjoint des 11 créateurs au micro de Djibril Kaba. On prépare comme d'habitude, c'est-à-dire on a nos 8 séances hebdomadaires. Ensuite, chaque fois qu'on fait un match de championnat, donc juste après on apporte des corrections. Après ça aussi, chaque fois qu'on joue contre n'importe quel adversaire, on cesse des informations par-ci par-là et puis on essaie de préparer le match. Donc je pense que c'est dans ce ordre d'idée qu'on prépare le match. Comment vous connaissez l'équipe ivoirienne? Bon, on les a vus déjà ici à Bamako l'année passée 2 fois. On les a vus contre le Sauvé, ensuite on les a vus contre le Real en phase de poule. Donc même si c'est pas les mêmes joueurs toujours, nous avons une certaine connaissance du football ivoirien. Ensuite, on essaye d'obtenir des informations avec des statistiques aussi sur la SEC. Donc, ce qui va nous préparer, ce qui va nous permettre de préparer le match contre la SEC. Voilà, c'est sur cette page sportive que se referme cette édition, la deuxième des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est à 16h avec une présentation de Mariam Kouyaté. À la présentation de ces 13h, Aruna Ba, Fatou Fall était à la technique.